Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette séance HLP, Humanité, Littérature, Philosophie, consacrée au corps en souffrance. Nous sommes dans le thème l'humain et ses limites. Vous avez travaillé précédemment sur un corpus composé de 3 textes et d'un tableau, et à partir de ce corpus, je vous avais demandé de répondre à 2 questions pour chaque document. Comment le corps est-il représenté et quel rôle pour la représentation du corps en souffrance? Je me livre donc à une rapide correction. Pour le premier texte, qui était un extrait du Lambeau de Philippe Lançon, ce que vous avez pu observer, c'est tout d'abord que le corps n'est évoqué qu'à travers ses sensations et perceptions. La vision des parents, la sensation de la souffrance, les odeurs, qu'elles soient rêvées ou réelles, le corps n'est jamais présenté à travers l'un de ces éléments. Il est mentionné, par contre, dans la contrainte qu'il représente. Il entrave les mouvements, le narrateur est couché, il est alité dans son lit d'hôpital, et l'impuissance qu'il a à bouger se lie à l'image du nourrisson et du berceau, et le corps est également, bien sûr, dans la situation de Philippe Lançon, source de douleur. Il y a, dans tout cet extrait, une lutte de l'être contre le corps. Cette lutte, elle se manifeste dans le premier paragraphe par un détachement. On a une valorisation de l'esprit qui se détache, qui voit d'en haut, avec une référence d'ailleurs à une divinité, comme un Bouddha. Et dans le deuxième paragraphe, cette lutte se manifeste par une fuite dans le fictionnel ou le souvenir. L'esprit, donc, se détache contre les souffrances du corps. Tout cela m'amène à ma deuxième question, et je vois ici que la représentation du corps sert le témoignage. Et ce témoignage concerne un événement traumatique non seulement pour le narrateur, bien entendu, mais également pour toute une nation. La représentation du corps, elle est aussi ici une mise en scène de la force de vivre de l'esprit qui va triompher de la violence faite au corps. On a donc tout à la fois un texte qui souligne les limites de l'humain, mais qui met également en scène le combat de l'esprit contre celle-ci, et ces limites de l'humain sont finalement vaincues. Le deuxième extrait, qui était un extrait de La peste d'Albert Camus, met en scène un corps d'enfant qui est longuement décrit de façon extrêmement réaliste, avec des détails nombreux et des gros plans. Des gros plans sur des éléments précis du corps, les dents, les larmes, la respiration, etc. L'enfant, ici, n'est qu'un corps en souffrance et il n'est pas question de son esprit. La narration met en valeur la violence de la douleur. Vous avez pu repérer sans doute de nombreux verbes d'action, des adverbes qui précisent la brutalité ou l'intensité de cette douleur. Vous avez repéré sans doute également la métaphore de la tempête qui ravage le petit être et la mise en scène d'un corps qui est secoué par la douleur. L'enfant n'est plus qu'une marionnette livrée à cette douleur, il n'a plus de contrôle sur son propre corps. Le choix de l'enfant, dont la narration se justifie d'ailleurs dans les lignes qui sont consacrées à la réaction de Rieu et de Tarou, ancre le passage dans le pathétique. Donc, pour répondre à ma deuxième question, la représentation du corps ici sert la volonté d'émouvoir et de toucher, et la peste est une représentation métaphorique à laquelle on peut donner plusieurs dimensions. Cette peste, c'est évidemment la guerre, puisque, je vous le rappelle, le roman est publié en 1947 et que cette peste peut représenter symboliquement, métaphoriquement, le désordre et la douleur causés par un conflit. Elle peut également, cette peste, représenter le nazisme, la peste brune, et plus généralement toutes les formes de totalitarisme, et elle peut représenter également, cette peste, la condition humaine. Les limites de l'humain, ici, sont mises en valeur et sont mises en valeur de façon tragique. Enfin, la mort d'Emma, dans Madame Bovary, vous avez vu qu'il y avait une représentation assez réaliste du corps avec des détails qui sont tour à tour envisagés, avec le recours aussi à des comparaisons pour rendre la scène extrêmement frappante visuellement. Et ces détails, ce sont notamment les yeux, les côtes, les genoux. Tous les symptômes de l'agonie sont énumérés dans ces quelques lignes. On y trouve un lexique emprunté au tragique, la peur, la folie. Et Flaubert peint ici la mort à la manière d'un peintre, comme une scène de genre, la veillée funèbre. Chaque personnage est ainsi saisi dans une attitude précise qu'il ne quitte pas,
et cette attitude est soulignée par le recours à l'imparfait duratif. Il y a aussi, dans cet extrait, on ne peut pas l'ignorer, une certaine ironie. La mort, rapide et violente, elle arrive au moment où le jupon court s'envola. Il s'agit évidemment du vers chanté par l'aveugle et un vers dans lequel vous voyez affleurer la grivoiserie, et cette grivoiserie renvoie bien entendu à l'existence d'Emma Bovary dont le jupon court s'est envolé à quelques reprises. La mort d'Emma ressemble finalement à ce qu'a été l'existence d'Emma. Elle aspire au tragique, elle voudrait être une héroïne, mais elle donne dans le grivois et le médiocre. Et je vous renvoie en particulier pour cela au curé qui se presse pour dire ses oraisons, au misérable qui, avec sa chanson grivoise, vient couvrir les voix qui la pleurent. J'en viens donc à ma deuxième question, et vous voyez que la représentation du corps ici sert la peinture d'une bourgeoisie médiocre de province, mais aussi la critique d'une vision romantique et idéalisée du monde. Emma, c'est l'héroïne nourrie de lectures romantiques qui a rêvé à une vie d'exception et qui est finalement réduite à une vie médiocre, à un corps en souffrance et à une agonie qui peine à toucher le lecteur. La mise en scène de la souffrance fonctionne ici comme un memento mori cynique. Le memento mori, vous vous en souviendrez sans doute, je n'en doute guère, c'est le souviens-toi, tu vas mourir. Memento mori que Flaubert utilise ici, non pas pour amener ses lecteurs à une vie pieuse ou à une vie au contraire épicurienne, mais pour lui rappeler que le romantisme est en quelque sorte une arnaque qui présente le monde et les émotions comme des idéaux qui sont toujours contredits, bien entendu, par le réel. Dernier document que vous aviez à étudier, il s'agissait d'une reproduction du tableau La colonne brisée de Frida Kahlo. Ici, vous avez pu voir que le corps était représenté de façon stylisée, que nous avions face à nous un corps fendu qui laissait apparaître une colonne vertébrale qui avait la forme d'une colonne antique extrêmement fissurée dans laquelle on peut reconnaître bien entendu un symbole de fragilité. Ce corps est maintenu par un corset, il est couvert de clous. On peut se demander d'ailleurs si ces clous ne sont pas une référence à la légende de Saint Sébastien qui est percé de flèches. Ce corps, il est douloureux. Vous voyez sur la reproduction des larmes coulées des yeux de Frida Kahlo. Il est seul au milieu d'un désert, ce que l'on peut imaginer être une représentation symbolique du sentiment de solitude, mais également de l'horizon sombre qui s'annonce à elle, qui est encore une toute jeune femme. Et vous avez aussi dans ce tableau une mise en valeur très évidente de la féminité qui survit ou qui surgit au milieu du métal, puisque les seins sont extrêmement mis en valeur par leur place dans le tableau. Je réponds donc à ma deuxième question et vous voyez que la représentation du corps ici sert bien entendu le témoignage d'une expérience personnelle, mais elle sert aussi à affirmer la féminité. Ce tableau, c'est un ode à la femme forte qu'elle est, malgré les douleurs du corps, et le corps en souffrance plie ici, en quelque sorte, devant la force de l'esprit, et bien entendu, ce corps en souffrance sert un projet esthétique puisque ce corps devient un objet esthétique. Nous en avons terminé avec la courte correction de l'exercice que vous aviez à réaliser. Je vous propose donc un deuxième travail à réaliser. C'est la deuxième étape de notre travail sur ce corpus. Et ce travail, c'est un sujet d'essai littéraire. Le sujet, le voici. Comment l'art représente-t-il le corps en souffrance? Évidemment, pour répondre à cet essai, je vous invite à vous appuyer sur le corpus que nous venons d'observer, mais aussi sur tous les textes que nous avons déjà étudiés ensemble. Ce que j'attends de vous, c'est un plan détaillé, c'est-à-dire des axes. Si vous choisissez de ne faire que 2 axes, alors 2 arguments à l'intérieur de chaque axe, et puis pour chaque argument développé, 2 exemples d'œuvres qui vous permettraient d'illustrer celui-ci. Vous connaissez le principe, vos réponses dans les commentaires de l'article du blog sur lequel vous avez trouvé le lien vers cette vidéo. Vous avez 20 minutes pour réaliser l'exercice. À l'issue de ces 20 minutes, évidemment, une troisième et dernière vidéo apparaîtra qui vous proposera un corrigé.